Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 17 mai. Guerre au Moyen-Orient, l'Iran revendiquant la victoire dans le bras de fer avec l'antitessionniste et les États-Unis considèrent le plan de paix en 10 points comme une ligne rouge. L'antitessionniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant de nombreux martyrs ce dimanche, dont 5 à Khan Younes au sud. Retour dans cette édition sur les aveux de l'ancien ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier, confirmant le soutien militaire et diplomatique complice de Paris à Rabat aux dépens de la République arabe sahraoui démocratique. Dans le conflit russo-ukrainien, les pertes quotidiennes totales des forces armées ukrainiennes dans la zone d'opération spéciale s'élèveraient à environ 1115 soldats selon les données du ministère russe de la Défense. Et puis en sport, l'USM Alger remporte l'édition 2026 de la Coupe de la Confédération africaine de football après avoir éliminé le Zamalek d'Égypte au tir au but en finale retour de l'épreuve disputée au stade olympique du Caire. Bonsoir à tous. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a été nommé représentant spécial du pays pour les affaires chinoises. Cette nomination, faite sur proposition du président iranien et approuvée par le guide suprême, confie à Ghalibaf la responsabilité de coordonner les affaires pertinentes et la coopération entre les départements du gouvernement iranien et la Chine. Ce poste était précédemment occupé par Abdorreza Rahmani Fazli, l'actuel ambassadeur d'Iran en Chine, et Ali Larijani, ancien secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, tué lors d'une frappe américano-israélienne en mars. Ghalibaf a été le principal négociateur iranien lors des pourparlers de paix avec les États-Unis après le cessez-le-feu du 8 avril, suite à 40 jours de combat. En réponse aux revendications iraniennes, Washington a posé à Téhéran 5 conditions que l'administration américaine juge nécessaires à la poursuite du processus de paix entre les deux pays, selon l'agence de presse iranienne Fars, soulignant que les États-Unis refusaient de verser toute indemnisation pour les dommages causés par les bombardements du territoire iranien. Washington exige également le transfert de 400 kg d'uranium enrichi d'Iran vers les États-Unis et le maintien d'une seule installation nucléaire en activité. Et je vous en parlais en titre, l'Iran qui revendique la victoire dans la confrontation avec l'entité sioniste et les États-Unis définit les termes d'un futur règlement du conflit. C'est ce qu'a indiqué Mohammad Salah Al-Joukar, président de la commission des affaires intérieures du Parlement iranien, soulignant que le plan en 10 points constitue une ligne rouge pour la République islamique. Selon lui, les conditions sont fixées par le pays vainqueur sur le champ de bataille et non par le gouvernement d'un pays qui a échoué, manqué ses objectifs et n'a apporté que destruction. L'Iran dévoilera bientôt et prochainement plutôt un mécanisme concernant le contrôle du détroit d'Ormuz. Il s'agit d'un mécanisme professionnel pour gérer le trafic dans le détroit le long d'un itinéraire désigné. C'est ce qu'a affirmé un haut responsable parlementaire iranien, sans préciser la date exacte de cette annonce. Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale de la politique étrangère du Parlement iranien, a publié sur X que la route restait fermée aux opérateurs du projet Freedom, une opération militaire américaine visant à guider les navires commerciaux hors du détroit.
Et les travaux de bétonnage, cette fois, et de renforcement des bâtiments de la deuxième unité de la centrale nucléaire de Bouchar en Iran, construite par la Russie dans le sud de l'Iran, donc ont repris, selon Rosatom, la société nucléaire d'État russe. La zone de la centrale nucléaire de Bouchar a été attaquée une première fois le 17 mars et elle a été de nouveau frappée par l'entité sioniste et les États-Unis dans la soirée du 24 mars dernier, après quoi la Russie a procédé à plusieurs évacuations du personnel. Et je vous en parlais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, au moins 6 martyrs et 19 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 72 763 martyrs et 172 664 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et les bombardements de l'entité sioniste se poursuivent à Gaza malgré le cessez-le-feu. Au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche, notamment dans une frappe près d'un poste de police à Khan Younes au sud. Et à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce dimanche dans un bombardement mené par les forces de l'occupation sioniste ayant visé les environs de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. Par ailleurs, 2 Palestiniens tombés en martyrs hier à la suite de tirs de drones israéliens dans la bande de Gaza ont été inhumés ce dimanche à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. Les Gazaouis ont dénoncé une menace de mort omniprésente malgré le cessez-le-feu. Chaque jour, nous avons des martyrs, chaque jour des blessés, chaque jour des morts. Les gens se lèvent le matin en pensant à leur travail, à leurs obligations. Mais nous nous levons le matin pour enterrer des martyrs, transporter les blessés, prélever du sang pour les malades, prélever du sang pour les blessés. Chaque citoyen de la bande de Gaza risque d'être touché directement par l'occupation israélienne à tout moment. L'occupation ne fait aucune distinction entre les travailleurs humanitaires, les journalistes, les forces de sécurité, les secouristes, les médecins et les personnels de la protection civile. L'occupation israélienne cible tous les segments du peuple palestinien. La guerre israélienne se poursuit. Elle n'a pas cessé à ce jour. Le bain de sang continue et le nombre de martyrs augmente chaque jour. La mer représente désormais pour de nombreux Gazaouis une véritable évasion de l'esprit. Des centaines de familles palestiniennes affluent vers le littoral pour passer du temps avec leurs enfants et leurs amis, cherchant un peu de répit face à la détresse des déplacements et des conditions de vie précaires qui rythment leur quotidien depuis plus de 2 ans. Amal Amazian Zitouni. Au bord de cette plage, des enfants et des adultes essaient de trouver un moment d'apaisement en se baignant ou en se reposant face à la mer. À l'arrière-plan, des bâtiments détruits surplombent la côte et des rangées de tentes abritant des familles déplacées s'étendent à perte de vue. Au milieu de ces décombres, les Gazaouis tentent de trouver du réconfort. Malgré la dévastation et les épreuves que nous traversons, nous essayons de surmonter nos blessures. Nous sommes venus ici pour nous relever et relever ceux qui nous entourent par des paroles bienveillantes et des actions généreuses. Rester ici à Gaza prouve que nous sommes un peuple indomptable. Dieu a offert aux Gazaouis la bénédiction de la mer. Quand je viens à la plage et que je respire l'air de Gaza et l'eau de la plage de Gaza, j'ai l'impression de remonter le temps. C'est notre mer et notre terre, nous ne pouvons pas les quitter. La situation dans l'enclave palestinienne est devenue une urgence humanitaire et psychologique sans précédent. Les Gazaouis font face à une crise multidimensionnelle complexe. La mer leur offre un refuge, un moment de paix et de sérénité.
Notre maison fait à peine 20 mètres carrés. On n'y a pas de place pour respirer. Alors on vient à la mer pour nous ressourcer, s'asseoir sur le rivage, changer d'ambiance et apaiser le stress qui nous accable. Ici, entouré par la nature, on peut passer 1 heure ou 2. L'air est plus doux et on se sent mieux. On peut discuter avec nos amis et nos proches ici au bord de la mer. Notre vie était un supplice rempli d'inquiétude et de douleur. Avant, nous aimions la mer et nous en profitions. Mais aujourd'hui, nous nous efforçons d'être heureux. En vain. Franchement, quand vous voyez les gens ici, ils ont l'air de s'amuser. Mais au fond, ce n'est pas le cas, car nous sommes loin de chez nous et de nos proches morts. Nos frères sont tombés en martyrs. Tout comme les vagues qui se brisent sur le rivage, les difficultés finissent par s'apaiser. La mer réconforte et inspire les Razaouis. Direction le Cap où la commémoration de la Nakba a rassemblé des Sud-Africains venus afficher leur solidarité avec le peuple palestinien. Ainsi, pour eux, l'histoire palestinienne a fait écho au passé de l'Afrique du Sud, marqué par l'apartheid et la lutte contre l'oppression. Maria Chouia. Au pied du château de Bonne-Espérance, le plus ancien bâtiment colonial encore debout en Afrique du Sud, plus précisément au Cap, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour commémorer le 78e anniversaire de la Nakba. Au-dessus de la foule, des drapeaux palestiniens flottent. Des pancartes sont déployées, dénonçant le génocide et portant les noms de personnes disparues. Ici, les chants se mêlent au discours et ravivent la mémoire d'une autre histoire, celle de l'apartheid sud-africain. Aujourd'hui, nous commémorons les 78 ans de la Nakba, du désastre, de la catastrophe. Nous sommes ici pour témoigner de notre solidarité avec le peuple palestinien, mort ou vivant, en exil dans les camps de réfugiés et ceux qui continuent à vivre sous la menace des bombardements à Gaza. Non par choix, mais par la force de l'oppression, plus de 750 000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres en 1948, lorsque les sionistes ont décidé que la Palestine leur appartenait. 78 ans plus tard, la douleur reste vive. Et à des milliers de kilomètres de Gaza et de la Cisjordanie, en Afrique du Sud, des voix s'élèvent. Pour beaucoup ici, l'histoire palestinienne réveille une mémoire familière, celle de l'apartheid sud-africain. Nous sommes libres aujourd'hui et c'est ce que nous voulons pour les Palestiniens, qu'ils soient libres, qu'ils reconstruisent leurs maisons et qu'ils vivent dignement, comme tous les peuples du monde. Nous reconnaissons que cela fait partie d'un projet colonialiste et impérialiste plus vaste. C'est ce qu'est la Nakba, c'est ce qu'est le génocide, c'est ce qu'était l'apartheid. En Afrique du Sud, la cause palestinienne résonne comme un miroir de l'histoire. Un miroir qui renvoie à la mémoire de la Nakba et aux blessures encore vives qu'elle incarne pour beaucoup ici. Entre mémoire historique et solidarité politique, cette commémoration devient aussi un appel international, un appel à la reconnaissance des souffrances palestiniennes et à la recherche d'une issue à une injustice qui continue de marquer des générations entières. Au Liban, cette fois, de nouvelles frappes de l'entité sioniste ont visé ce dimanche l'est et le sud du pays, selon l'agence libanaise d'information ANI, malgré une nouvelle prolongation de la trêve entrée en vigueur le 17 avril. 2 frappes sionistes ont visé la localité de Sohmor, dans l'ouest de la région de la Bekaa, à l'est, dans le sud. Une nouvelle série de frappes ont visé des localités dans les régions de Nabatieh et de Tyr. Dans l'actualité aussi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche l'ambassadeur d'Iran, Mohamed Reza Arabaei, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence de Brahim Rad, ministre d'État chargé de l'inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, et de Ammar Abba, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques. Coopération algéro-mozambicaine, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche à Alger son homologue congolais Constant Serge Bounda, qui effectue une visite
officielle en Algérie, portant d'une lettre adressée au président algérien Abdelmadjid Tebboune de la part du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. À cette occasion, Attaf a renouvelé ses félicitations à son homologue congolais pour sa récente nomination à la tête de la diplomatie de son pays, avant de passer en revue avec lui les différents axes des relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les moyens de les dynamiser davantage, notamment dans les domaines prioritaires pour les deux parties tels que l'énergie, les mines, l'agriculture, le transport aérien et l'enseignement supérieur. Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues sur les principaux dossiers et questions d'actualité au niveau continental, particulièrement ceux liés à la crise libyenne, à la lumière des efforts déployés par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye sous la conduite du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le président de l'Assemblée algérienne, Brahim Bourali, et la présidente de l'Assemblée mozambicaine, Margarida Adou Mougui Talapa, ont signé ce dimanche à Alger un mémorandum d'entente entre les institutions législatives des deux pays, prévoyant un ensemble de mécanismes de coopération parlementaire. Le mémorandum d'entente permettra aux deux parties d'échanger les informations et les expériences en matière de législation, de contrôle parlementaire et de gestion administrative. Et je vous en parlais en titre, l'ancien ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier, a-t-il lâché l'aveu de trop? Eh bien, ces déclarations confirment un secret de polichinelle, le soutien militaire et diplomatique complice de Paris à Rabat aux dépens de la République arabe sahraoui démocratique, en torpillant le référendum d'autodétermination et en coécrivant le plan d'autonomie de 2007. La France est aujourd'hui clouée au pilori pour sa complicité néocoloniale. Mohamed Amin Aberkan. Loin de toute rhétorique diplomatique convenue, les déclarations de l'ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, résonnent comme un tournant. Elles brisent des décennies de faux-semblants politiques en actant de manière publique et documentée la responsabilité historique et structurelle de Paris dans le soutien indéfectible à la politique marocaine au Sahara occidental. L'appui de Paris au Maroc sur le dossier sahraoui s'inscrit dans une continuité historique profonde. Les propos de l'ambassadeur Lecourtier réveillent ainsi le souvenir de l'opération Lamontin de 1977, marquée par l'engagement direct des chasseurs jaguars français contre le Front Polisario. Cette intervention militaire d'envergure demeure, pour les défenseurs de la cause sahraoui, la preuve historique d'une responsabilité directe de la France dans la répression de leur combat légitime pour l'autodétermination. Au moment où les armes donnaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, la France a été du côté du Maroc. Elle l'a été depuis le début. Dans cette affaire, il n'y a jamais eu véritablement la moindre hésitation. Je rappelle que l'armée française est intervenue, a ouvert le feu sur des colonnes du groupe, comment vous le qualifiez ici, du Polisario. Alors, ils venaient plutôt de Mauritanie, mais les colonnes ont été détruites par les jaguars de l'armée française à cette époque-là. La diplomatie française admet son rôle actif au Conseil de sécurité de l'ONU, où Paris a systématiquement utilisé son droit de veto pour offrir une immunité politique totale au Maroc. Ce bouclier stratégique a neutralisé les résolutions contraignantes et gelé le projet de référendum d'autodétermination sahraoui. Le plan d'autonomie de 2007 est désormais révélé comme une stratégie coélaborée par le Quai d'Orsay pour verrouiller l'influence française au Maghreb. Aux Nations Unies, à une époque glorieuse, mais où le Maroc était très isolé, parce qu'en 75, 76, 77, 78, la communauté internationale était encore dans de grandes idées post-coloniales. On voit un certain nombre de pays, je ne vais pas les citer, mais enfin, avaient peut-être plus d'influence sur la scène internationale que le Maroc, et que la France aussi. Mais nous avons tenu et nous avons utilisé notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité pour être toujours à votre côté. Toujours. Ensuite,
Nous avons, en 2007, été, pas entrer dans les détails, mais extrêmement complices dans l'élaboration du plan d'autonomie. Loin d'un simple lapsus, la déclaration du diplomate français met à nu une réalité évidente, la complicité historique de Paris dans le soutien à l'occupation du Sahara occidental. En mettant en lumière cet alignement néocolonial, les propos de l'ambassadeur français au Maroc placent l'État français face à ses propres responsabilités coloniales. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclenché ce dimanche son deuxième niveau d'alerte internationale, le plus élevé face à une épidémie d'Ebola qui, causée par un variant hautement létal et sans vaccin, frappe de plein fouet la République démocratique du Congo. La Russie a affirmé ce dimanche avoir subi l'une des attaques ukrainiennes les plus massives depuis le début du conflit, mobilisant environ 600 drones et faisant 4 morts sur son territoire. Une opération que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiée d'entièrement justifiée. Le ministère de la Défense russe a affirmé que sa défense antiaérienne avait abattu 556 drones ukrainiens dans la nuit dans 14 régions, puis 30 autres dans la matinée. Des images ont montré les fenêtres brisées d'un immeuble résidentiel de plusieurs étages à Lobnia, une ville située près de Moscou, après cette vague de près de 600 drones ukrainiens qui a attaqué la Russie dans la nuit, faisant 4 morts selon les autorités. Et les pertes quotidiennes totales des forces armées ukrainiennes dans la zone d'opération spéciale s'élèvent à environ 1115 soldats selon les données du ministère russe de la Défense, précisant que des avions tactiques russes, des drones de combat, des missiles et de l'artillerie ont frappé des sites d'assemblage de drones et des points de déploiement temporaires ukrainiens dans 164 districts. À l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix instaurée sous l'égide de l'ONU à l'initiative de l'Algérie, nous évoquons aujourd'hui dans cette édition Bassira, une création artistique algéro-suisse mêlant récit, musique et exploration sonore. Projet mis en scène par la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger est mené par l'auteur, conteur et musicien algérien Faisal Balatar et le compositeur et musicien suisse Éloi Kalam. Il s'ancre dans la mémoire de la route du sel et de l'or reliant l'Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Mali. C'est la deuxième année qu'on fait un événement comme ça. L'idée, c'est vraiment, on s'est dit, c'est une initiative extraordinaire de l'Algérie d'avoir créé cette journée du vivre ensemble en paix. Et le monde en a besoin, je pense, plus que jamais actuellement, avec la multiplication des crises au niveau international, etc. Et vraiment, on veut prendre l'occasion de saisir sur le plan culturel une symbolique qui doit être plus entendu. Et donc l'année passée, c'était avec les Chors des Alpes qui étaient venus. Et cette année, c'est avec les deux artistes que vous avez vus ce soir. Un artiste algérien, Faisal Balatar, et un artiste suisse, Éloi Kalam. Je vous en parlais en titre. En sport, l'USM Alger a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football continental en décrochant un nouveau sacre africain. Les Rouges et Noirs ont remporté l'édition 2026 de la Coupe de la Confédération africaine de football après avoir dominé le Zamalek d'Égypte au tir au but en finale retour de l'épreuve disputée hier soir, je vous le rappelle, au stade olympique du Caire. L'entraîneur du club algérois, Lamine Ndiaye, n'a pas caché sa joie de remporter cette victoire face au redoutable Zamalek. Sentiment de joie parce que venir gagner ici au Caire, c'est pas évident du tout. Et je pense que à part les 5 premières minutes où on s'est cherché un tout petit peu, on a cafoué, je pense qu'on a eu la maîtrise de ce match-là. Et avec un peu plus de lucidité même, je pense qu'on aurait pu revenir au score. Mais bravo,
Je dis bravo aux garçons parce que venir dominer comme ils l'ont fait cette grande équipe, c'est pas donné à tout le monde. Et à noter que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tenu hier à féliciter l'USM Alger pour avoir remporté ce titre, qualifiant ce sacre d'historique qui fait la fierté de toute l'Algérie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.